marais de Benguelu. Ce territoire de 10 000 km² qui foisonne de vie au nord de la Zambie. Cette zone humide, si riche en biodiversité, si précieuse pour les écosystèmes et pour l'humanité, à la recherche d'un oiseau rare qui vient se réfugier au milieu des papyrus et des roseaux, le bec en sabot. Et difficile d'ailleurs du ciel, même si c'est plus aisé que du sol, car la progression est difficile de distinguer dans la cohorte d'oiseaux qui viennent par millions migrer chaque année ici pour se reproduire. Des ibis, des cigognes, des spatules, des vautours, des aigles se partagent l'espace aérien que j'emprunte à mon tour avec cette petite prothèse. C'est Colette qui disait « La plus grande injustice qu'il y ait sur Terre, c'est qu'il y ait des êtres qui volent et d'autres pas. » Eh bien, avec ce petit whoopie électrique, on répare maladroitement cette injustice. Voler, c'est se libérer. Et c'est tellement vrai. Regardez toutes ces petites maisons de pêcheurs, le pays des patois, les hommes originaires de ces marais. Et quand on pense qu'on est à quelques dizaines de kilomètres du Congo avec ses tragédies à répétition, on se dit décidément que l'Afrique a bien des visages si différents, avec des contrastes si injustes. Pour l'heure, au cœur du marais de Benguelu, Nicolas a rendez-vous dans le village de Bwayamponda avec Lasky Katampa, un ranger en charge de la lutte anti-braconnage et de la protection de cet indispensable écosystème. Dans l'immensité de cette zone humide, à la fois sauvage et habitée, Lasky Katampa va guider Nicolas dans sa quête du bec en sabot, un authentique oiseau rare. Good. It's very nice. See you later. I'm not sure, but Je ne suis pas sûr, mais pendant mon vol, je crois que j'ai vu un ou deux becs en sabot. Vous en avez dans cette direction? Dans cette direction, oui. Combien vous en avez autour? C'est le bon endroit pour en trouver ici, mais là, c'est pas la bonne saison. C'est pas la bonne période. C'est pas la bonne période pour les œufs. C'est quand la bonne période? La bonne période, c'est pendant la saison des pluies, janvier, février. Yes. Yes, that's a good time. Okay. Yes.
Vous êtes d'où? Je suis d'un petit village pas loin d'ici. Et à quelle tribu vous appartenez? La tribu des Bemba. Au Bemba. Et tous les gens ici parlent le Bemba? Oui, ils parlent tous le Bemba, mais il y a différentes tribus. Certaines sont Bonga, d'autres Batois, mais nous communiquons tous en langue Bamba. Les Batois sont les gens qui vivent dans les marais comme ici. C'est le potager ici? Oui, il y a un petit jardin. Et qu'est-ce qu'ils cultivent? Le manioc, Le manioc. Qu'est-ce que vous mangez? les feuilles et les racines. Le manioc et ses racines, on s'en sert en guise de fruits. Et c'est la nourriture principale? Oui, c'est la nourriture de base pour les gens d'ici. Et pourquoi vous avez bâti ces monticules? Parce que parfois l'eau monte et circule autour. C'est drôle, parce que quand j'ai survolé la région, j'ai vu des formes similaires à des termitières. Oui, on les a construites ici. C'est des monticules pour cultiver du manioc et ça ressemble à des termitières. Ça, c'est le village permanent? Oui, Les gens vivent ici toute l'année. oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe pendant la saison humide? L'eau arrive jusqu'au village? Oui, l'eau peut monter quand il pleut, mais ça ne dure pas très longtemps. Et elle retourne à la rivière. Et la petite maison que j'ai vue au milieu, c'est une petite maison de pêcheurs qui ne sert qu'à la saison de la pêche? Oui, seulement la saison de la pêche. Mais ici, c'est le village permanent. Et les gens y restent combien de temps? Ils peuvent y rester entre 5 et 10 mois pour pêcher. Et ils y vont avec leur famille? Ils y vont avec leur famille, qu'ils nourrissent du produit de la pêche. Comment on dit salut? On dit Molishani. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle te dit merci. Plusieurs groupes ethniques peuplent la région des marais de Bangweulu. Les Batois sont probablement les premiers habitants de cette région inhospitalière. Il y a quelques siècles, fuyant les conflits, ils ont trouvé refuge dans ce territoire difficilement pénétrable. Ainsi, mieux protégé des razzias des marchands d'esclaves qu'ils ne l'auraient été dans le reste du pays, ce peuple des marais s'est adapté à cette nature sauvage, vivant de culture, de chasse et de pêche. mwalitala muchimwana chile chino chili kumamba muli shinshi kushapitesha twali chimono kulono chavero panono ma 3 minutes kuti mwatisanga kuti mwalondolola uko chivele nanguza kwati twaenda wonse pamwe kuti mwayatula ngefu chili kwalepa ne mwana kashi badi njende kwalepa tetumfike na 3 minutes kuti chapenda. Bon, on va essayer ensemble. Oh, thank you. How does it taste? C'est good? C'est bon? Try this one. Et goûte ce poisson aussi, il est très bon. Un autre? It's okay. Faut faire attention, on s'arrête. Hein. Yes. Good. Yes. Yeah. On a maintenant assez d'énergie, on peut y aller. Okay. Yeah, thank you. Thank you. thank you. Thank you. En langue Bemba, Bangweulu
signifie l'endroit où le ciel et la terre se rejoignent. Et les étrangers l'appellent même le Petit Okavango. Situé au nord de la Zambie, le bassin du Bangweulu, composé d'un lac éponyme et d'une immense zone de plaine marécageuse, est alimenté par 17 rivières et reçoit plus de 1500 mm de pluie par an. Sans doute la zone la plus arrosée du pays. Le niveau de l'eau, variant de 1 à 2 mètres suivant les saisons, rythme la vie des pêcheurs et des commerçants ambulants qui viennent jusqu'ici troquer leurs marchandises contre du poisson. Ok. I learn. J'apprends. Yes. Oui. C'est bon pour vous? Oui, ça va. It's C'est nice. joli. Yes. You have Vous avez sometimes quelquefois some des hippopotames dans le marais? Yes. Yes. Des hippos et des crocodiles. Ah, des crocodiles aussi. And Et how do comment you vous call appelez Choubil le bec in en your sabot dans language? votre langue? On l'appelle Ipumambao. Hippomambao. Yes. Yeah. Do you know that Vous savez there is qu'il y a very très peu few d'oiseaux birds comme like ça this dans le in the monde. world. Very Très few. peu. Yes. What Oui, I je suis au courant. experienced, Are they still Ils sont poaching? toujours braconnés? Yes. Yes. Yeah. Ah oui, il y a beaucoup de braconnage, spécialement à la saison des pluies. Hey. Did you stay Vous all avez your passé life toute in votre this vie part dans of cette the région de la country? Zambie? Or have you Ou est-ce que been vous avez déjà outside? été ailleurs? Myself. Ah, moi, je suis déjà allé ailleurs. Mais les autres, ils ont toujours vécu ici. Sure. It's very quiet. C'est très calme. I love this place. J'adore cet endroit. Yo tulenda fye muno mwine. Les habitants de Bwayamponda avaient raison. Le bec en sabot est bien là. Après quelques heures de pirogue, Nicolas doit maintenant continuer à pied, seul, pour tenter d'approcher le grand échassier le plus discrètement possible. Il appréhende moins la difficile progression dans le marécage qu'un face-à-face toujours possible avec quelque habitant de ce lieu. Hippopotames, crocodiles, buffles, éléphants, hyènes, léopards, pythons, sans oublier un terrible serpent venimeux qui prolifère ici, le mamba noir. Mais la rencontre avec le bec en sabot se mérite.
chance incroyable parce que le vent m'est favorable. Et franchement, dans ce dédale aquatique, pouvoir arriver avec telle proximité à côté des oiseaux les plus mythiques qu'ils soient, qui faisaient déjà fantasmer les Égyptiens du temps des pharaons, car on trouvait la représentation des becs en sabot dans les hiéroglyphes ou dans les fresques. Regarde ça. C'est incroyable. Ce porc altier comme ça, avec ce bec énigmatique et démesuré qui semble être presque un fardeau pour lui, surtout quand il vole, parce que ça doit lui faire un tel contrepoids en avant qu'il est obligé de rentrer sa tête le long du corps. Et je comprends que les scientifiques aient eu du mal à le classer en hésitant pendant des années entre le mettre dans l'ordre des cigognes, dans l'ordre des pélicans. En définitive, les analyses l'ont rapproché plus des pélicans, bien qu'on continue à l'appeler la cigogne du Nil. Magnifique. Cet oiseau dont on pense que la population a malheureusement chuté de moitié en l'espace de quelques années. Il n'y en aurait plus que 8000 dans l'Afrique de l'Est et dans l'Afrique australe. Dans sa présence, évidemment, et sa survie est inféodée à son écosystème, et notamment à ces grands marais, ces grandes zones humides qui ont des fonctions tellement vitales, pas seulement pour le bec en sabot, mais pour l'humanité tout entière, puisque ces zones humides participent à la régulation des pluies et au changement climatique. Et on n'a eu que trop tendance, ici comme ailleurs, à tenter d'assécher ces zones humides qui foisonnaient de vie selon le regard des uns ou qui pullulaient pour le regard des autres. Et en fait, ce sont des écosystèmes totalement essentiels. J'ai de la chance là. Décidément, ces marais nous auront régalé de petits spectacles et de grands spectacles inattendus. Génial. Nicolas Hulot quitte les marais de Bangweulu, en Zambie, pour retrouver tout d'abord Vincent Prié dans le désert du Namib, et plus tard Solène Bardet dans le Kaokoland, territoire du peuple Imba. Environ 10 000 Imba vivent en Namibie et plus de 5 000 habitent au nord de la rivière Kunene, en Angola. Solène Bardet a passé plus de 2 ans et demi avec eux. À présent, avec son association Kovaimba, elle les aide à défendre leurs droits et les accompagne dans les mutations obligatoires qui s'imposent à eux. Elle trouve des financements pour creuser des puits, ouvrir des écoles, pour qu'un jour, espère-t-elle, il puisse y avoir des instituteurs, des avocats, des docteurs Imba. Je suis arrivée dans le Kaokoland. Je ne connaissais rien aux Imba. Je ne savais même pas qu'ils étaient éleveurs. Je ne savais pas qu'ils étaient semi-nomades. Je ne savais pas dire bonjour. Je ne savais rien du tout. Les enfants ont commencé à venir, à me regarder, à parler. Je ne comprenais pas. Ensuite, des ados. Ils ont appelé les parents. Je venais toute seule. Je n'avais pas d'amis. Et pour eux, donc, c'était pas normal. Ils ne comprenaient pas d'où je venais. Je crois que c'est pour ça que, justement, j'ai été si vite adoptée, qu'ils se sont sentis si rapidement très responsables de moi. Quand je viens ici, je ne cherche pas du tout à être Imba. J'assume tout à fait ma partie blanche. S'il y a des choses que je ne me sens pas de faire, je ne les fais pas, ils m'acceptent telle que je suis. Non, je suis une blanche qui a été adoptée par les Imba.
Je crois que j'étais la première blanche à vraiment vivre avec eux depuis les années 20. Ils voulaient absolument tout m'apprendre pour que je devienne une vraie Imba. Tous les matins, ils essayaient de m'apprendre un certain nombre de mots. Ils m'apprenaient à traire la vache, à garder le bétail. Vraiment, ils se sont occupés de moi comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Et j'ai aimé vivre comme eux. Se lever le matin, partir avec le bétail, marcher toute la journée, revenir le soir autour du feu, discuter, repartir le lendemain, partir dans un autre campement avec 2-3 bergers, le troupeau, s'arrêter. Et puis au bout d'un moment, en fait, très rapidement, même si moi je connaissais pas forcément tout le monde, mais eux tous me connaissaient. Donc partout où j'étais, je me sentais comme chez moi, mais avec un espace immense. Omboro imba. Ombongo. Ombongo imba. Ombongo. Ombongo. Tong. Tong. Ihi. Eraka. Ihi. Omayo. Omayo. Ozonjise. Cheveux. Cheveux. Même si physiquement la vie est rude ici, en tout cas pour le cœur, elle est beaucoup plus douce. Aujourd'hui, je considère ça vraiment comme une richesse extraordinaire que la vie m'est donnée. Enfin, c'est plus qu'une famille, c'est un peuple, quoi, comme famille, comme deuxième famille. C'est vrai qu'ils attendent beaucoup de moi aujourd'hui. L'année dernière aussi, j'ai été mandatée par les Imba pour parler en leur nom. La dernière phrase qui m'est dite, c'était ne dors pas, ne te repose pas, travaille nuit et jour pour nous. C'est vrai que ça avait été un peu lourd à porter. Avant de rejoindre Solène Bardet, Nicolas Hulot va retrouver Vincent Prier dans les dunes du Namib et tenter la rencontre improbable avec les lions du désert de la Skeleton Coast. C'était trop magique parce qu'en fait, il y avait un château, mais pas un château fort. Il y avait des arcs-en-ciel animaux. En fait, c'était tout magique. Il y avait des sorcières qui ont eu plein d'œils dans le dos. Les bons films, ça ne se raconte pas, ça se regarde. En ce moment chez McDonald's, pour l'achat d'un menu, profitez d'une offre cinéma ou tentez de gagner un cadeau cinéma parmi des milliers mis en jeu. Oh, des dragons? Ah oui, qui surveillaient le château aussi. Sur Disney+, c'est nouveau en juin. Le nouveau film des studios Disney, Raya et le dernier dragon. Ma copse Raya et moi, on va sauver le monde. La série événement des studios Marvel, Loki. Qu'est-ce qui vous surprend? Et par les créateurs oscarisés de Soul, le film immanquable de l'été, Luca. Ça va être le plus bel été de toute notre vie. Tout ce que vous imaginez et encore plus pour 8,99 € par mois. Seulement sur Disney+. Les cybermenaces vous inquiètent? Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser et améliorez votre sécurité numérique. Profitez des meilleurs prix. Ok, j'avoue, ma peau et moi on est sensibles. Ma crème So bioéthique, Hydra Aloe Vera, au jus d'aloe bio et équitable,
respecte ma peau sensible et mes convictions. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, le tout fabriqué en France. Sobioéthique, éthique, comme son nom l'indique. Sobioéthique de Léa Nature. Vous êtes chez Julie et Marc. Laissez un message. Oui, je vous rappelle pour votre suivi immobilier. Je sais que depuis votre divorce il y a 6 mois vous êtes obligés de vivre ensemble et que j'ai pas forcément été très impliqué. Mais là je m'y remets. On va la vendre votre jolie maison. On lâche pas. On s'accroche. Pour que vous ne viviez jamais ça, choisissez un conseiller immobilier vraiment disponible. IAD estime gratuitement votre bien sur iadfrance.fr. Une croisière qu'Atlante, c'est embarquer le cœur léger. Larguer les amarres. Naviguer sans contrainte. Votre croisière commence sur catlante.com ou au 01 55 20 90 90. Mot de passe oublié? Vous n'arrivez pas à vous connecter? Utilisez Avira Password Manager et c'est compris dans Avira Free Security. Avira, à télécharger gratuitement sur avira.fr. Le French qui s'enflamme, il a 3 coups de cœur par jour. Avec le solde en temps réel, il gère mieux et sait tout de suite s'il peut s'offrir un gros robot ou un petit milkshake. Ma French Bank, gérait mieux, profitez plus. Tel un vagabond du ciel, pilotant son Whoopi, Nicolas Hulot poursuit son voyage en Afrique australe. Il survole les dunes de Sossusvlei, en Namibie, où il doit retrouver le biologiste Vincent Prier. Petit vol dans le désert du Namib. En langue nama, le désert du vide. Là où la vie, comme le disait un professeur du muséum, est une économie de pénurie. J'aime bien la formule, quand on la compare d'ailleurs à celle de Théodore Monod qui disait « Le désert, c'est une somme de soustraction ». Culminant à plus de 300 mètres de hauteur dans un désert vieux de 80 millions d'années, les dunes de Sossusvlei sont réputées comme étant les plus hautes et les plus anciennes de notre planète. Mais ce désert n'en est pas totalement un. Oryx, springbok, autruches et autres animaux que vont découvrir Nicolas et Vincent peuplent cette région du vide. Ici, dans le plus vieux désert du monde, la faune a su évoluer pour survivre malgré la pénurie d'eau. Ah tiens, il y en a un là. Hop. Ça, c'est les fameux coléos du Namib, qu'on appelle toktoki. Donc avec des super longues pattes, tu vois. Et eux, pour boire, tous les matins, ils se mettent à la crête d'une dune, avec la tête en bas. Et l'eau qui est amenée par le brouillard matinal, parce qu'on a un vent de mer tous les matins qui amène de l'eau, va se condenser sur la carapace, qui est incrustée de petites rainures. Et finalement, ça va faire une grosse goutte. Comme ils ont la tête en bas, ça va leur descendre sur la tête. Et ils vont boire leur goutte d'eau tous les matins. Ils stressent un peu, ouais. Allez, salut. Oh, petit lézard là. Excellent. Ah oui, il a cru que l'herbe qui bougeait là, peut-être. T'as vu la taille des doigts?
Donc ces lézards-là, qui ont vraiment toute la surface du corps qui touche le sol, quand le sable est vraiment chaud, en pleine journée, ils lèvent les pattes alternativement pour se refroidir. Incroyable. Alors c'est quoi? C'est la famille des tisserands? Voilà, c'est les tisserands sociaux qui ils se mettent ensemble sous un même nid, donc c'est des colonies. Et il y a très peu d'échanges entre chaque colonie, c'est vraiment des groupes assez fixes et qui font leur petite loge à l'intérieur de cette énorme masse, avec, si tu regardes, la paille qui est dirigée vers l'extérieur pour un peu décourager les prédateurs. Les loges ne communiquent pas entre elles quand même? Non, les loges sont complètement isolées les unes par rapport aux autres. Quel travail! Brin par brin. C'est pas les plus gros, parce que les plus gros, c'est 300 oiseaux, 300 loges. Donc là, on en est loin. Il faut imaginer 300 loges. T'as une loge par oiseau? Ouais, enfin par couple. Par couple, d'accord. C'est marrant, parce qu'ils en ont profité quand on est arrivé. Ils sont partis, mais en fait, ils en ont profité pour aller chercher quelques brindilles supplémentaires. Quand tu regardes vraiment dans le détail la disposition de chaque brindille, de chaque brin d'herbe, c'est très sophistiqué. C'est étonnant quand même. Tu te rends compte le nombre d'allers et retours? Non, mais ce sont des vrais architectes. Parce qu'une telle masse, pour résister au coup de vent qu'il y a ici, regarde ça. Et en général, c'est plus la branche qui casse qu'une partie du nid qui tombe. Alors lui, ce tisserin social, il est endémique de cette partie-là de l'Afrique, un petit peu Botswana, et surtout Namibie, la côte, il remonte jusqu'au Kaokoland, chez les Zimba. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un autre oiseau dont l'aire de répartition est carrément calquée sur celle du tisserin social. C'est le fauconnet d'Afrique, le faucon pygmée. Donc le plus petit faucon, qui se nourrit d'insectes, et qui squatte les nids une partie des loges, une loge, quoi, qui a squatté une loge. Alors, c'est de la cohabitation. Là, j'en ai pas vu. Ouais, c'est de la cohabitation. Forcée. Voilà. Je pense que les tisserins sont pas super contents. On se rend même plus compte combien les oiseaux ont des comportements raffinés et d'une très haute complexité dans tellement de domaines. Dans le domaine du chant, dans le domaine du vol, dans le domaine des migrations qui restent quand même assez énigmatiques. Quand tu vois les facultés des oies qui peuvent voler quasiment sans oxygène à plus de 10 000 mètres d'altitude et le métabolisme des manchots qui descendent à 600 mètres de profondeur, c'est quand même des petits êtres remarquables. Hop, ça y est, on a qui repart. Tu as vu comment ils font? Hop, ouais. Par en dessous. Ouais. Il doit falloir pas mal d'élan en fait pour pouvoir... Hop, et voilà, ça part. Ah, c'est super, écoute ça. Vincent Prié a laissé momentanément Nicolas pour retrouver Peta Bosman-Vissé. Cette jeune fille entretient d'excellentes relations avec une famille de suricates vivant dans l'immense domaine familial au nord de la partie namibienne du Kalahari. Donc ça, c'est l'entrée principale du terrier. Oui, on va s'asseoir et les attendre. Les suricates vivent en grands groupes familiaux? Oui. C'est quoi le plus grand que tu as ici? Le plus grand compte 14 membres, mais ça varie entre 12 et 20.
Hello. Kom, katten, kom. 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 Celle-là est pleine, non? Oui, c'est une femelle pleine. Donc les jeunes naissent en ce moment et ils commencent à sortir du terrier un mois après? Au bout de 21 jours. Tu m'as dit que certains sont morts déjà depuis que tu viens les visiter. Leurs principaux prédateurs, c'est les rapaces, les chacals. Oui, notamment les faucons, les grands rapaces. Ils attaquent les serpents et les scorpions. Et ça arrive qu'ils se fassent mordre. Ils mangent les scorpions, non? Oui, et aussi des serpents, des reptiles et des insectes. Pour les scorpions, ils ont une stratégie particulière. Ils commencent par manger le dard et ensuite le reste. C'est un comportement qu'ils doivent apprendre, non? Ils le savent. C'est inné. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore ici? Ils ont déjà creusé partout. Ils sont toujours à la recherche de petits animaux et d'insectes à manger. Ce sont des animaux très intelligents. Chaque soir, vers cette heure-ci, ils sortent et se mettent en quête de leur repas nocturne. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la fraîcheur en déterrant du sable frais? Hey, maintenant die katten. Maintenant pied. Donc ces suricates vivent vraiment à l'état sauvage, mais tu les as apprivoisés en venant les voir régulièrement. Oui. Tu les vraiment imprégné. As-tu remarqué leurs pattes? Ouais. Ils ont des griffes pour creuser et ils sont capables de fermer leurs oreilles quand ils creusent. Ils regardent ce qui se passe. Ils comprennent. Ils s'assoient sur toi comme ça. Ils flairent tous les humains et ils connaissent mon odeur. Nicolas abandonne à regret le désert du Namib pour rejoindre le biologiste marin d'Ushuaïa Nature, Laurent Balesta, plus au nord, sur la Skeleton Coast. La côte des squelettes doit son nom aux carcasses blanchies des baleines échouées, mais aussi aux nombreuses épaves de bateaux piégés par le brouillard fréquent sur cette bordure de l'océan Atlantique